Bonjour à tous et bienvenue dans le Club francophone, votre programme consacré aux livres et à la francophonie. Nous allons vous faire voyager à partir des studios de TV Monaco, ici même, avec ce rayonnement international à travers nos séquences et reportages. Aujourd'hui, cap sur la ville de Hyères, dans le Var. La fête du livre d'Hyères est devenue au fil des années un événement phare pour la littérature francophone. Le prix Goncourt 2024 Kamel Daoud, très rare en ce moment dans les médias, était l'un des invités d'honneur. Nous l'avons emmené au bord de la mer, du côté de la presqu'île de Gien. Vis-à-vis d'une sorte d'unanimité, d'abord algérienne, sur un récit national, où la valeur suprême c'est le nous, les nôtres, moi je me distingue. Moi j'ai une vie que j'ai gagnée par hasard et que je vais perdre par la mort. Donc je m'octroie le droit de la penser. Kamel Daoud, en toute intimité et confiance, sera dans le club francophone tout à l'heure. Et puis notre club de lecture avec des lecteurs passionnés, dont une jeune lectrice lycéenne et une libraire enflammée. Et on commence cette émission avec un hommage. En pleine fête du livre de Hyères, nous avons appris la mort d'Edgar Morin à l'âge de 104 ans. Figure incontournable du monde intellectuel, sociologue, philosophe et écrivain, il était une grande voix de la paix. Il condamnait toujours toutes les violences et toutes les guerres du monde, faisant de l'être humain une priorité incontestable, quelle que soit sa nationalité et sa religion. C'est le journaliste spécialisé en géopolitique Pierre Aski, président aussi de Reporters sans frontières, qui m'a rejoint au coucher du soleil pour cet hommage. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Sur ce ponton au milieu de la mer, c'est un endroit qu'aurait adoré Edgar Morin, j'en suis convaincu. Un hommage donc à Edgar Morin, disparu il y a quelques jours. La crise écologique, la mondialisation, tout cela ne faisait qu'un pour lui. C'est un grand homme, un grand humaniste. Je disais que le monde humaniste est en deuil aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce qu'il incarnait tellement de facettes en fait de combat. Parce que c'est un homme qui a mené des combats toute sa vie, que ce soit la résistance, on l'oublie, mais c'est quand même un des moments fondateurs de sa vie. Et moi, je retiendrai une rencontre qu'on avait organisée à l'époque de rue 89 entre Edgar Morin et Stéphane Hessel, qui ont tous les deux disparu aujourd'hui. Et ils avaient quasiment 2 siècles additionnés à eux deux. Ils étaient complices comme c'est pas permis. Et ils avaient tous les deux des parcours qui étaient parallèles, qui n'étaient pas les mêmes, mais qui avaient commencé dans la résistance. Ouais. Stéphane Hessel, allemand, qui avait rejoint la résistance française, Edgar Morin, juif, communiste, qui avait été dans la résistance. Et ils avaient tellement de choses en commun, c'était beau à voir, je dois dire, cet esprit commun qui était un esprit de combat pour des hommes qui étaient déjà bien avancés dans la vie. Moi, j'avoue que c'est peut-être une image que je retiendrai de lui, c'est celle d'un combattant, quoi, de quelqu'un qui se battait pour ses idées, par exemple pour la Palestine. Ça a été un des grands combats de sa vie. Il a beaucoup souffert, il a écrit un livre d'ailleurs à ce sujet, d'avoir été attaqué très fortement parce que lui, en tant que juif, avait soutenu la cause palestinienne. Ça fait partie des facettes de cet homme. Ça fait beaucoup de choses, c'est foisonnant. Ouais, c'est foisonnant. Dans sa dernière interview pour la radio, il y a 2 ans, il avait 102 ans, il me disait croire encore à l'intelligence collective. Et c'est vrai qu'il y croyait profondément, Edgar Morin. Oui. Il était persuadé que tous ensemble, on pouvait changer les choses. Oui. Ça l'a jamais lâché, ça. Tout à fait. Ça rejoint cette idée du combat, c'est-à-dire qu'il n'a jamais baissé les bras. C'est ça. Il n'a jamais considéré que c'était foutu et on n'a qu'à tous partir à la campagne et oublier. Ça ne fait pas partie, je pense, de sa construction intellectuelle et de son attitude par rapport à la vie. Connaître et penser, c'est dialoguer avec l'incertitude. Une belle phrase d'Edgar Morin, ça. La théorie de la pensée complexe aussi. Il partait du principe que les grands problèmes contemporains ne peuvent pas être compris en les isolant les uns des autres. Tout était globalité. L'écologie, dont il était un fervent défenseur, était évidemment dans ce contexte-là. Il fallait pas isoler le reste. Tout était ensemble, à gérer ensemble. Tout à fait. Moi, je pense à lui
chaque fois que j'écris une chronique pour France Inter, Ah oui. parce que je me suis donné comme mission, c'est peut-être un peu prétentieux, d'introduire de la complexité et de la simplification dans la compréhension du monde. Et à chaque fois que je prononce le mot complexité ou que je pense à la complexité, il y a le visage d'Edgar Morin qui apparaît. arrive, ouais. Parce que c'est évidemment le penseur de la complexité et c'est l'homme qui nous a fait aimer la complexité d'une certaine manière, alors que tout dans la vie nous mène à simplifier les choses et à oublier la complexité. Et lui nous expliquait qu'il fallait passer par la complexité pour comprendre des choses simples. Merci Pierre Aski. Merci, c'est très émouvant de parler d'Edgar Morin ici au milieu de l'eau. Un endroit à rêver, je suis sûr, pour lui. Et c'est la vie aussi, vous le dites, parce qu'il y a une fête estivale juste en face. On l'entend en fond sonore avec les oiseaux. Il y a même un poisson qui a sauté au moment où vous parliez, mais j'ai pas pu vous interrompre. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup. Edgar Morin a publié de nombreux ouvrages traduits dans le monde entier. Parmi les derniers en date, je vous conseille Réveillons-nous, paru en 2022 chez De Noël, ou encore Cheminer vers l'essentiel, paru chez Albin Michel en 2024. On reste au bord de la mer, dans un lieu très au sud, sur la presqu'île de Gien, avec notre grand entretien reportage consacré cette semaine au prix Goncourt Kamel Daoud. Bonjour Kamel Daoud. Bonjour. Bienvenue dans le club francophone, ici sur la presqu'île de Gien. Alors savez-vous ce qu'est la presqu'île de Gien, géographiquement parlant? Absolument pas. C'est la pointe la plus au sud de la France continentale. Donc on est juste en face de l'Algérie, la Méditerranée est juste là. Et c'est un endroit dans lequel vous vous sentez bien, vous me dites ça depuis tout à l'heure. C'est un endroit qui vous rappelle même votre Oran natal. Oui, mais le rappelle de manière quasiment hallucinante, je veux dire, l'architecture, la proximité avec la mer. Je pense que les villes méditerranéennes ont toutes la même identité quelque part. Ça change de couleur, ça change de... Il y a quelque chose de méditerranéen. Avec les palissades de couleurs comme on a là, les turquoises, Exact. les murs roses, Oui. la couleur sable aussi, Tout à qui est fait. présente. Alors Kamel, vous êtes journaliste et écrivain franco-algérien, vous avez reçu de nombreux prix, vous êtes amateur donc de bord de mer, amateur de sardines grillées, amateur d'une bière aussi en terrasse, tout ça vous plaît particulièrement. Prix Goncourt en 2024 pour Ouri, le grand prix de l'Académie française, grande médaille de la francophonie. Et puis, vous avez déambulé un peu partout dans le monde à la découverte des peuples et surtout en présentant votre travail, en présentant votre œuvre. La littérature, ça permet de voyager, c'est ça aussi qui vous intéresse dans le fait d'écrire? Écoutez, j'ai l'habitude de dire souvent qu'un bon livre, c'est celui qui fait voyager et le lecteur et l'écrivain. C'est vrai que j'ai eu une chance incroyable. Je veux dire, j'ai pu voyager dans le monde, j'ai pu déplier le monde. En Europe, vous n'imaginez pas la chance que vous avez, celle de pouvoir voyager. Le reste du monde, il est à votre disposition. Quand vous êtes algérien, vous avez besoin de visa, il y a des frontières, des autorisations de sortie, il y a la peur à l'aéroport, etc. Et s'il y a une idée de l'occidentalité, une idée de l'Europe que j'affectionne, c'est celle que j'ai vécue par exemple ces derniers jours. J'ai pu voyager de l'Europe du Sud jusqu'au pays de l'Europe du Nord sans sortir un passeport. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et au fait, la littérature, c'est cela. C'est un permis de voyager pour le lecteur, c'est un désenclavement, c'est une expérience de l'altérité, mais c'est une expérience de l'ailleurs aussi. J'aime bien la citation de Saint-Augustin, elle est connue, mais elle est toujours merveilleuse. Il disait que le monde est un livre.
celui qui n'a pas voyagé n'a lu qu'une seule page. Et je trouve ça d'une justesse incroyable. Ça date de quelques siècles, mais c'est toujours juste. Et quand vous retrouvez la mer, le bord de mer comme là, quand on est dans cette ambiance un peu village aussi, avec un imprimeur juste derrière, des bars autour, il y a une saveur, une sensation particulière que vous avez presque envie de retranscrire à l'écrit. Écrire, c'est retrouver quelque part son enfance. Ça, c'est un classique. C'est comme ça qu'on rafraîchit les images, le style, etc. C'est un regard d'enfant qu'on porte sur le monde. Et pour moi, cette ambiance-là, c'est l'ambiance de mon enfance. Je veux dire, la mer, l'idée que le reste du monde, c'est un village en bord de mer, l'idée des goûts, des odeurs, des petits bruits de la mer, etc. J'ai un rapport à l'enfance qui est heureux. Donc après, il y a eu l'adolescence, après il y a la jeunesse volée par les islamistes avec la guerre civile. Mais c'est vrai que moi, maintenant, être heureux, c'est revenir vers l'enfance, mais revenir vers le décor de l'enfance. Donc la mer, elle me rappelle ce moment-là. Mais vous avez un rapport aussi, Kamel Daoud, qui est très naturel, je dirais, avec la littérature dans votre jeunesse. Très pur, parce que vous lisez des œuvres, vous racontez même que vous imaginez la suite de bandes dessinées. Tout ça, c'est de la création. Et petit à petit, vous vous apercevez, notamment quand vous êtes journaliste, et aujourd'hui, avec la littérature qui crée des polémiques partout dans le monde. On essaye d'interdire des auteurs aujourd'hui aux États-Unis. Il y a, je crois, 10 000 ouvrages qui sont interdits dans des bibliothèques, interdits en librairie même, avec des agents fédéraux qui viennent vérifier. Tout ça, ça a renversé finalement la situation de la littérature. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, ça a renversé, mais ça ne détruit pas la littérature. Au contraire, la littérature est confirmée dans son statut. Quand le temps va mal, quand le monde va mal, généralement on se replie sur des zones, je dirais, de sensibilité. La littérature, le corps de la femme, le juif, etc. On se fabrique des lieux de projection, etc. Non, la littérature pour moi reste ce qu'elle est. Un lieu, un refuge, un corps. Un plaisir. Moi, je n'ai pas été intoxiqué par les militantismes et les idées. J'ai découvert, et je lis toujours avec plaisir. Je lis avec ce bénéfice secondaire qui est la délivrance et l'évasion. Je lis en éprouvant, en expérimentant le corps de l'autre, la sensualité, l'érotisme. Et ça a été la source d'un malentendu majeur. C'est-à-dire quand je suis arrivé à ce statut d'écrivain qui est lu un peu partout, mes pairs, P-A-I-R-S, me reprochaient de dire que la langue française c'est une langue érotique, que de dire que la littérature elle est universelle. Parce que eux, ils ont grandi avec, j'ai l'impression, avec une approche de la littérature biaisée par le politique et le militantisme et les idées. Donc quand arrive quelqu'un comme moi qui leur dit non, je lis la littérature avec plaisir. Et la question, qu'est-ce que vous avez ressenti, Monsieur Daoud, quand vous avez lu pour la première fois à l'étranger ? De la colère ? Non. De ressentiment ? Non. Et ça ne vous a pas choqué que l'arabe soit désigné par un arabe ? Non, parce que quand je lis, c'est justement pour ne pas être un arabe, ni un français, ni qui que ce soit. Donc, et ce malentendu est à la base de beaucoup de réactions très virulentes contre moi. Et c'est très blessant, à tel point que je suis arrivé à ce moment-là où le succès signifiait pour moi à la fois l'exaltation, la reconnaissance, mais aussi la promesse d'attaque virulente. Et donc cela fait peur. Quel que soit le texte d'ailleurs. Quel que soit le texte. La littérature refuge, la littérature aussi qui permet de donner la parole aux sans-voix. Ça aussi. Et au dans silence. Ori, c'est ce que vous avez fait avec ce personnage, cette jeune femme de 26 ans qui a perdu la voix parce qu'elle a été égorgée, elle a une cicatrice énorme sur la gorge et finalement cette cicatrice, elle habille tout son corps. Et c'est une sans-voix. Et par la littérature, vous dites, moi, j'ai donné une voix à ces victimes-là de la guerre civile. Oui, mais j'explore aussi mon propre silence. En fait, pour moi, comme je vous l'ai dit, écrire, c'est explorer des silences. Parce que ce qui est dit est déjà dit. Ça ne sert à rien. Nous passons la moitié de notre vie à nous répéter les phrases de nos parents et l'autre moitié à essayer d'interpréter leur silence. D'accord ? Et donc la littérature, c'est celle qui explore les moments de silence. Les silences familiaux, les silences intimes, les silences collectifs, les silences nationaux, si l'on existe, entre guillemets. Donc tout cela, c'est l'objet, le sujet, le corps de la littérature. Il ne s'agit pas d'aller répéter ce qui a été dit, mais de dire ce qui n'a jamais été dit. On va aller sur un petit pot
petit pont de bois, comme disait Yves Duteil. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, Le petit pont de bois. On va parler de votre tract. Vous avez publié un tract très récemment. Voilà, on est au milieu de la mer, hein, là, parce que voici la Tour Fondue. La Tour Fondue, c'est vraiment le point extrême, le point le plus au sud, donc, comme je le disais, pour la France métropolitaine continentale. On va sur ce petit pont de bois. Avec plaisir. Ça va? Je vous suis. Ouais, ça vous avez envie d'aller dans l'eau, je suis sûr, là. Ah ben mais absolument. Absolument. On ira après, si vous voulez, au moins les pieds dans l'eau. Sur ce pont de bois Kamel Daoud, donc vous avez publié un texte dans la collection Le Tract. Le titre est très évocateur. Il faut parfois trahir. Et vous revendiquez en quelque sorte être une sorte de traître. En tout cas, vous dites que parfois, il faut aller au-delà de la fidélité que l'on peut avoir pour une patrie. On peut aller plus loin pour justement réfléchir. Et le traître est au fond de nous en quelque sorte. Le traître d'aujourd'hui, c'est le héros de demain. C'est celui qui prend l'initiative, celui qui endosse le statut d'éclaireur, celui qui enfreint la loi consensuelle. Parce que si on avait écouté ce qui est commun, on n'aurait rien construit dans la vie. Il faut des éclaireurs, il faut des gens qui vont vers l'inauguration. Donc il faut des gens singuliers. Et vis-à-vis de l'unanimité, ils sont qualifiés comme des dissidents, des déserteurs, d'où le mot désert, de traîtres. Et donc vis-à-vis d'une sorte d'unanimité, d'abord algérienne, sur un récit national, où la valeur suprême c'est le nous, les nôtres, moi je me distingue. Moi j'ai une vie que j'ai gagnée par hasard et que je vais perdre par la mort. Donc, je m'octroie le droit de la penser, de la partager, de la signifier, de lui donner de la valeur, de lui donner du récit, etc. Et donc, j'écris ce que je veux. Donc, oui, je pense que pour pouvoir créer, pour pouvoir signifier, pour pouvoir être à l'avant-garde, il faut trahir les conventions de son époque. On va aller sur une petite plage. Vous allez adorer. Je voulais vous faire visiter cet endroit. Ça vous a plu, la Tour Fondue? Beaucoup. Vous reviendrez? Beaucoup. Il y a un musée juste derrière. On n'a malheureusement pas le temps de vous montrer, mais il y a un musée derrière magnifique avec le Conservatoire du Littoral qui s'occupe très bien de cet endroit préservé et majestueux. Sur cette presqu'île de Gien, tout au bout, Kamel Daoud, nous avons juste là l'île de Porquerolles, qui est juste derrière, avec cette petite plage. On va descendre tout à l'heure sur la plage. Juste une information qui est tombée fin avril, Kamel, le 22 avril, vous avez été condamné à 3 ans de prison en Algérie pour avoir publié Houri, qui raconte donc le traumatisme de la guerre civile algérienne, violant, je cite, la charte de la paix et de la réconciliation nationale, selon les magistrats, car en effet, il est interdit d'évoquer en public la guerre civile en Algérie. Et ils estiment qu'avec Houri, c'est ce que vous avez fait. En fait, c'est un peu dommage de gâcher la beauté du spectacle par cette affaire, mais la réalité, c'est que la loi interdit, que ce soit en public ou pas, interdit tout travail de mémoire fait sur cette période-là. Donc, que ce soit un film, un documentaire, une bande dessinée, un roman, etc. La deuxième des choses, c'est que effectivement, j'étais choqué parce que c'est un procès totalement extrajudiciaire. Le roman n'ayant jamais été publié en Algérie, il n'est pas diffusé en Algérie. Donc, sur quelle base on va me juger? Je veux dire, c'est comme si, je ne sais pas, vous êtes jugé sur une infraction commise dans un pays par rapport à notre pays et sur la base d'une loi qui n'a aucune valeur juridique internationale. Je veux dire, c'est une loi qui nous oblige à oublier artificiellement. Donc tout ça, ça a été grotesque. Et je fus triste d'abord pour l'Algérie. C'est-à-dire qu'après 10 ans de guerre civile, les égorgeurs se promènent libres, ils sont soutenus, ils sont payés parfois, et on a découvert un seul coupable, c'est-à-dire celui qui raconte cette histoire. Vous imaginez, si on renverse un peu l'équation, imaginez l'effet et la possibilité de cette loi dans l'Allemagne d'après-guerre. Une loi qui interdirait de parler des nazis et qui punirait tout romancier d'avoir écrit sur cette période-là, Le Tambour de Günter Grass ou d'autres, et qui écoperait de 3 ans de prison. Et d'un autre côté, cette condamnation, elle a un autre aspect. Le message politique est:
même si vous êtes en France, même si vous publiez un livre en France, vous n'échappez pas à l'esprit ou à cette loi-là. Au fait, c'est une compétence universelle que se permet le magistrat qui m'a condamné. Et au fait, le message, il est pour tous les écrivains, même en France, qui iraient jusqu'à publier ou travailler sur cette période-là. Et ça, c'est de l'absurde. Bon, on va aller sur la plage, je vous ai promis la plage. Avec plaisir. Parce que là, je vais tomber, j'ai un vertige. Moi aussi, c'est terrible. En bas. Je suis angoissé par rapport au caméraman. Ah oui, il est tout au bord, le Ouais. pauvre. Allons-y. Bon, on n'est pas très habillé pour la plage, on va dire, hein, mais bon. Non. On n'a pas eu le temps de se changer, en fait. Et on va apprécier de regarder et d'écouter aussi. Oui, d'écouter le bruit de l'eau, le son de la mer Méditerranéenne. Quand vous voyez cette immensité-là, cette mer Méditerranée, et derrière Porquerolles, eh bien c'est l'Algérie en fait. Mon pays me manque. Mais ce qui me manque, c'est un pays libre. Et en France, je ne me sens pas étranger, je veux dire. J'ai habité cette langue avant. Donc ce n'est pas véritablement un pays étranger pour moi d'être ici. Et puis la Méditerranée, peu importe le bord, on est toujours chez soi en Méditerranée, que ce soit ici, en Espagne, en quel que Tunisie, soit l'endroit, etc. Quel que soit l'endroit. Ah, saurez-vous Oui. Ce que je voudrais, c'est que mon pays renoue avec l'universel, renoue avec ses enfants. Et qu'il renverse. Il faudrait qu'on renverse un peu l'équation en Algérie. Le plus important, ce ne sont pas nos ancêtres, ce sont nos enfants. Qu'on arrête avec le culte des ancêtres, des martyrs, des gens morts, des cadavres, du funéraire, et qu'on aille vers ce qui arrive, vers le futur, etc. On a l'impression qu'en Algérie, le passé est plus important que le présent, et encore plus important que le futur. Il y a quelque chose d'anachronique dans cette histoire. Merci beaucoup Kamel Daoud. Merci à vous. Merci pour cet entretien très rare à la télévision parce que vous faites très peu d'émissions, je le sais. Donc merci pour votre confiance, ça me touche beaucoup. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci pour la conversation, parce que c'était une conversation. Oui, exactement. Bon, on va dire à Bastien, l'un de nos cadreurs, de sortir de l'eau parce qu'il a les baskets trempées, le pauvre. Merci Kamel. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Retour en studio à Monaco avec notre club de lecture, avec une lycéenne et une libraire pour les pépites des libraires. Mais on commence avec une lectrice dite anonyme, mais passionnée. Bonjour Amandine Conter. Bonjour. Alors, anonyme pas tant que ça, parce que vous êtes kinésithérapeute à Monaco, donc vous avez beaucoup de patients. Et vous avez un livre, vous, qui a illuminé votre vie. Et vous vouliez nous en parler ici. De quel livre s'agit-il ? Le cœur des femmes de Martin Winkler. De Martin Winkler, oui. Pour quelle raison ? Donc c'est un livre qui parle d'une jeune interne en gynécologie qui est passionnée de chirurgie, d'avancées technologiques et qui va se rendre compte que ce métier, c'est pas seulement une discipline technique, mais que c'est aussi un métier relationnel avec une empathie et beaucoup d'écoute. C'est un livre qui met aussi en avant les femmes, l'intimité de la femme, la santé de la femme. Et j'ai trouvé aussi le style de l'écriture super percutant parce que c'est des fois très direct et un peu cru, mais c'est ce qui rend justement ce livre captivant. Alors c'est un livre qui est paru en 2009, c'est un roman documentaire comme quasiment tous les livres de Martin Winkler, qui est médecin de formation. Et vous qui êtes dans le domaine médical, je suppose que ces livres vous parlent particulièrement, Exactement. Ça vient de là aussi. C'est ça. Je pense que j'ai été attirée donc, au début justement par ce côté donc, de la santé, mais après on se prête vraiment à l'histoire. Il y a aussi une intrigue autour du personnage principal qui fait qu'on est captivé donc, du début à la fin, et c'est vraiment un super livre. Bon, merci beaucoup Amandine Conter. Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute ici à Monaco. On va recevoir la lycéenne Chloé qui est déjà venue dans cette émission dans quelques instants. Mais avant, on va laisser la place à nos libraires avec l'intense Frédéric Flotte de la librairie Charlemagne à Toulon. Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel. Votre pépite cette semaine, c'est un livre qui va tous nous distraire, enfin normalement. Oui, c'est sûr qu'il va vous distraire. C'est le deuxième roman de Pauline Toulet intitulé « Les morts manquent de correction ». Ce serait un peu Monsieur Hulot qui a rencontré Agatha Christie. Oui, un carrément. faux livre enquête. C'est très écrit, c'est drôle, c'est réjouissant. Ouais. Très bien. C'est drôle ou c'est juste caustique ? C'est réjouissant parce qu'elle a vraiment une écriture, elle joue avec plein de codes, elle fait référence à plein d'œuvres littéraires. Non, c'est truculent et c'est drôle et bien écrit.
C'est un très bon livre drôle. En tout cas, le titre, Les morts manquent de correction, c'est déjà... Rien que le titre. Voilà, ouais. tout est là. Et d'ailleurs, on attend beaucoup de choses. Il a intérêt à tenir ses promesses. Hein. Il les tient. Bon, ok, bon, vous êtes convaincu. Je m'en porte garante. Bon, très bien, je vous laisse tranquille, Frédéric. Hein. Excusez-moi de poser des questions. Allons-y pour les morts manquent de correction aux éditions Finitude. Vous me perturbez, elle m'a perturbé toute cette première partie de saison. Merci Frédéric, bon été à vous. À bientôt, merci. Très bientôt. Je rappelle revoir. que vous êtes libraire dans la librairie Charlemagne à Toulon et on salue évidemment toute l'équipe de la librairie Charlemagne. À bientôt. Une autre lectrice est avec nous en plateau, elle est lycéenne en première au lycée Albert Ier de Monaco. Bonjour Chloé. Bonjour. Tu as 16 ans et puis tu as choisi un auteur. Tu as 17 ans ? Oui, j'ai 17 ans. Pardon. Je viens d'avoir 17 ans. Tu viens d'avoir 17 ans, Oui. pardon. Je te rajeunis, mais bon, à quelques mois, quelques semaines pas de près. Et il y a un livre qui a illuminé ta vie. Et alors ça tombe bien parce que c'est l'un de nos chouchous. Effectivement, c'est un livre de Jean-Baptiste Andréa, Des diables et des saints. Donc j'ai choisi, j'adore ce roman. C'est l'histoire d'un orphelin, de Joseph, un adolescent de 16 ans, qui, suite à un drame familial, est arraché à son milieu de vie bourgeois pour être précipité dans un établissement qui est religieux, mais aussi assez lugubre. Donc c'est l'orphelinat Les Confins. Et en plus d'être privé de sa famille, il va être aussi éloigné de sa passion pour la musique. Il joue du piano. Et un peu à travers cette traversée du feu dans l'orphelinat, il va retrouver ce fameux rythme dont parlait son professeur de musique. Et j'ai adoré parce que ça parle de passion, ça parle d'art, de musique, cette place authentique Ouais, c'est ça. qu'on a de la musique. Et ce génie presque artistique, comment le trouver, parfois par des chemins inattendus. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le personnage joue sur les pianos publics dans les gares. Vous savez, on trouve ça. Alors, parfois, c'est une catastrophe. Et puis, parfois, c'est extraordinaire. Il m'est arrivé, moi, de m'arrêter et de me dire, et de revenir en arrière même, parce qu'on entend une musique qui est très bien jouée. Et comme Kamel Daoud tout à l'heure, Jean-Baptiste Andréa, tu sais, a eu le prix Goncourt avec Veiller sur elle. Tu l'as lu, ce livre-là, le prix Goncourt ? Je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup le lire. Alors ça se rejoint parce que c'est un hymne à l'enfance aussi. C'est ça. En tout cas, tu en parles très bien. Merci. Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa. Ça va lui plaire parce que c'est notre parrain en fait de l'émission. Il faut savoir que Jean-Baptiste Andréa était le premier invité de cette émission, celui avec qui on a fait ce qu'on appelle un pilote pour tester la formule. Et je salue chaleureusement Jean-Baptiste Andréa. Merci beaucoup Chloé pour ce conseil. Bonne chance pour les résultats du bac. Merci beaucoup. Ça arrive, tic-tac, tic-tac. On pense évidemment à tous les lycéens qui sont en première et évidemment ceux qui sont en terminale. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Faites passer le message. Merci à la formidable équipe qui m'accompagne. Bonne semaine ou bon week-end à vous tous. Je vous souhaite un très bel été. À très bientôt dans le Club francophone.